Ok. Alors, bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire de Delubal Software. Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire. Donc aujourd'hui, nous allons pouvoir traiter dans ce webinaire la partie modélisation et calcul de structures métalliques sur RFEM 6 et RSTAP 9. Donc pour ce webinaire, donc, je serai donc votre présentateur, Damien Tonnet. Et il y aura également tout au long du webinaire Monsieur Cosmasea qui sera présent et qui pourra répondre à vos questions. Donc, pour les questions, vous pouvez utiliser l'interface dédiée donc de GoToWebinar. Vous retrouvez la partie dédiée aux questions. Donc, n'hésitez pas à les poser. Si jamais vous avez un seul écran, vous pouvez utiliser cette barre des tâches ici pour pouvoir masquer la fenêtre de GoToWebinar. Et vous pouvez également avoir accès à la partie réglage audio si besoin. Si jamais il y a des questions et que vous n'avez pas eu le temps ou vous avez oublié de les poser lors du webinaire, n'hésitez pas à nous les faire suivre à info@delubal.fr. Ok, donc on va pouvoir commencer et donc je vais vous présenter ce qu'on va faire au niveau de la partie contenu. Donc aujourd'hui, on va voir dans un premier temps comment modéliser une structure en acier sur RFEM 6. Les principes seront les mêmes dans RSTAB 9. Ensuite, on va voir comment créer des cas de charge, créer les charges et comment vont être gérées les combinaisons. Puis on passera sur la partie vérification, calcul et vérification de la structure en acier selon l'Eurocode 3. Et on finira par la documentation des notes de calcul. Donc on va tout de suite passer sur le logiciel RFEM. Donc ici on est sur RFEM 6 et ici on a la fenêtre pour venir créer notre modèle. Donc on est passé ici pour venir créer un nouveau modèle. On va lui donner un nom et on va vous présenter les différents points, les différentes nouveautés dans cette version de RFEM 6. Je suis peut-être comme ça. OK. Ici, au niveau de RFEM 6, par rapport à ce que l'on avait dans RFEM 5, pour ceux qui connaissaient RFEM 5, on a des nouvelles options sur la partie création de modèles, notamment sur les types de modèles. Donc, on retrouve la possibilité de créer des modèles 3D, des modèles 2D et des modèles 1D. Donc, initialement, sur ce qu'on avait initialement, c'était la création de modèles 3D comme ceci, la création de modèles 2D dans le plan XZ ou dans le plan XY. Également, on pouvait créer des modèles 1D selon un axe. Aujourd'hui, avec RFEM 6, on a une option supplémentaire sur la création de modèles 3D sur la partie ici. Donc là, ici, on va pouvoir venir rajouter ici et prendre en compte les propriétés 3D d'un modèle. OK. On va également, donc que ça soit sur un 2D XZ ou XY, ou un modèle 1D. Ici, donc, on va rester, nous, sur un modèle 3D. Et à ce niveau-là, on va venir sélectionner l'emplacement au niveau du projet, là où on souhaite le sauvegarder, au niveau du gestionnaire de projet. Donc là, moi, je vais le mettre dans un fichier que j'ai déjà créé, RFEM6. Et ces dossiers-là sont tous répertoriés dans le Delubal Center. Donc, c'est également nouveau. Dans RFEM6, on a le Delubal Center qui va regrouper plusieurs espaces, plusieurs informations. Donc, on va retrouver les informations par rapport tout d'abord à votre compte client, avec les informations, les dernières informations qui sont partagées ici. Vous avez également les informations sur vos données personnelles, données de société. Également, si vous voulez télécharger les mises à jour, vous pouvez les télécharger directement ici. Donc,
dans votre espace personnel, dans votre compte. Vous retrouvez ensuite la partie gestionnaire de projet où vous avez vos dossiers qui renvoient un emplacement sur votre poste et où vous retrouvez tout de suite les aperçus des modèles. Donc là, vous pouvez visualiser vos modèles directement et classer aussi du coup vos dossiers par affaire ou par année, par mois, en fonction de vos habitudes. Et du coup, retrouver rapidement tous vos modèles directement dans le Delibad Center. Vous avez également une partie modèle type. Donc, si vous créez des modèles types, vous les retrouverez ici. Ici, j'en ai pas. Et vous avez également accès à la partie blocs. Donc, les blocs, c'est des modèles paramétriques. Donc là, vous pouvez les retrouver directement ici dans le Delibad Center. Donc, on a tout regroupé dans un seul espace ici pour simplifier au niveau des fenêtres. OK, donc moi ici, j'ai mon espace dans RFM6. C'est là que je vais sauvegarder mon modèle. OK. Ensuite, on va pouvoir passer sur la suite des réglages. Donc ici, on a des nouveaux onglets dans RFM6. Tout d'abord, un onglet dédié aux modules. Donc ici, on va pouvoir venir activer les modules dont on a besoin pour notre étude au niveau du modèle. On va pouvoir sélectionner, par exemple, dans notre cas pour aujourd'hui, on va regarder dans la partie module d'analyse, on va faire des analyses de stabilité par rapport au flambement généralisé de la structure. Donc ici, je vais pouvoir sélectionner stabilité de la structure. On va également avoir besoin de faire des vérifications supplémentaires sur les vérifications de matériaux selon l'Eurocode 3, notamment ici pour l'acier. Donc, je vais pouvoir venir activer les vérifications sur la partie acier. Donc ici, on pourra venir activer ce qui nous intéresse. On retrouve différentes fonctions, notamment par exemple ici sur la partie analyse dynamique. On a également des modules spéciaux pour par exemple prendre en compte les différents étages d'un bâtiment avec le module modèle de bâtiment. On a également une partie géotechnique ou aussi une partie assemblage ici qui est un nouveau module où là on sera sur une partie assemblage métallique avec un calcul aux éléments finis. Voilà. Tous les modules grisés sont les modules en développement qui arriveront par la suite. OK. On a ici l'assistant de combinaison de charge et classification ici qui est activé. Donc, ce qui veut dire que nos combinaisons sont générées en automatique. On va voir ça. Ensuite, on va pouvoir venir sélectionner les réglages sur la norme. Donc là, notamment, on va pouvoir choisir la norme que l'on souhaite utiliser pour la partie combinaison. Donc, on pourra venir choisir les normes ou la norme qui nous intéresse. Dans notre cas, on reste avec l'Eurocode 0, avec l'annexe pour la France. Ensuite, sur la partie charge, cas de charge, on va pouvoir choisir l'annexe, la norme et son annexe ici qui nous intéresse. On va prendre l'annexe de la France. Donc là, ça va être la gestion des combinaisons. Et ici, on va pouvoir, au niveau des vérifications acier, choisir également, ici dans notre cas, l'Eurocode 3. Mais la nouveauté, c'est que maintenant, dans les modules dédiés aux vérifications acier, bois ou béton, vous allez directement avoir accès à différentes normes internationales. Donc là, on a accès directement aux normes Eurocode pour l'Eurocode 3. Ici, on a également accès aux normes américaines, chinoises, canadiennes, australiennes. On a différentes normes de disponibles. À ce niveau-là, on n'a plus besoin d'avoir. Précédemment, on avait plusieurs modules selon les normes. Là, toutes les normes, enfin tous les modules sont regroupés dans un seul. Et vous avez accès donc à toutes ces normes-là directement en activant le module. Ici, on peut choisir l'annexe nationale qui nous intéresse. Donc, nous, on reste sur la partie France. Même principe, si vous avez les autres modules, on pourra activer les normes qui nous intéressent. Voilà. Sur la partie normes 2, j'ai pas de module dans cette partie-là d'activer, donc j'en ai pas besoin. Et je peux passer à la partie paramètres et options. Ici, on a accès à l'accélération gravitationnelle, la valeur de G qu'on va pouvoir régler. On va pouvoir aussi choisir l'orientation de l'axe global. Donc, nous, ici, on va l'orienter vers le haut. Vous pouvez choisir. Vous avez également accès aux réglages initiaux pour l'orientation des axes locaux. On va rester avec les axes locaux des éléments orientés vers le bas à ce niveau-là. On va revenir sur cette partie-là options au cours du webinaire. Et ensuite, on a une partie paramètres du modèle.
dans cette partie-là, vous avez une partie où vous pouvez renseigner des informations sur le lieu du projet. Donc là, l'intérêt, c'est que dans cette partie-là, vous avez un lien avec notre outil en ligne. Donc ici, je vais pouvoir l'ouvrir pour avoir accès à la carte. Et ici, on va pouvoir directement renseigner, par exemple, l'adresse de notre projet. Donc là, moi, je vais renseigner l'adresse de nos bureaux ici à Paris, 11 rue de Cambrai. Directement, il repère l'adresse, il repère la norme avec son annexe, et je vais avoir les informations sur la zone de neige, la zone de vent et la zone de sismicité, avec les informations, les valeurs caractéristiques pour chaque type neige, vent et sismicité. Donc pour le moment, dans un premier temps, ça va fonctionner. Vous allez pouvoir récupérer directement les données de l'adresse en fonction de l'adresse que vous avez renseignée pour la partie neige et pour la partie vent. Et par la suite, ce sera également possible sur la partie sismique. Donc là, j'ai ce qui m'intéresse. Voilà, et je peux valider. Donc là, il récupère les données. Là, on peut déjà voir les données qui ont été récupérées. Et donc, par la suite, je vais directement, quand je vais renseigner mes charges de neige, il va reprendre les données par rapport à la localisation que j'ai renseignée du projet. OK, je peux valider. Et du coup, on va commencer la partie modélisation. Donc, tout d'abord, au niveau de la partie interface du logiciel, vous allez retrouver ici en haut la barre d'outils. Vous pouvez personnaliser au niveau des raccourcis. Vous retrouvez la partie navigateur qui se décompose comme on le retrouvait sur RFM5 en plusieurs onglets. Une partie qui regroupe toutes les données du modèle, une partie pour tout ce qui est réglage au niveau de l'affichage, tout ce qu'on souhaite afficher dans la partie graphique, et une troisième partie qui permet de gérer les vues et les visibilités du modèle. Au niveau de la configuration, là-dessus, on a fait des mises à jour sur la partie données, notamment, avec une nouvelle disposition du classement, avec une liste qui suit la méthode logique en fait par rapport aux différents réglages qu'on pourra effectuer tout au long du projet. Donc, on retrouve tout d'abord tout ce qui est les éléments de base, pour les matériaux, les sections, les épaisseurs de surface, les nœuds, les lignes, ainsi de suite. On retrouve les objets spéciaux qui suivent, et puis après on retrouve des réglages spécifiques pour les nœuds, par exemple des appuis, pour les lignes, pour les barres. Donc voilà, les articulations, les excentrements. Donc on retrouve tous les éléments, les réglages spécifiques pour les éléments de base. Et puis ensuite, on retrouve la partie définition des imperfections, la partie cas de charge, les assistants de charge, puis après la partie charge, résultat, et ainsi de suite. Donc toute cette partie-là a été retravaillée. On a également des fonctionnalités nouvelles qui sont disponibles dans RFM6. Sur le même principe, la partie tableau qu'on retrouve ici a été aussi du coup retravaillée. Sur le même principe, donc on retrouve la partie structure avec les objets de base et les réglages spécifiques des objets de base. Ensuite, on retrouve un onglet de tableau pour les imperfections, pour les cas de charge. Donc tout le classement des tableaux a été retravaillé également pour qu'on puisse retrouver plus rapidement les données quand on navigue dans la zone des tableaux. Et puis enfin, au centre ici, la partie graphique dans laquelle on va pouvoir modéliser notre structure et puis consulter les résultats graphiques. Donc on va commencer. On va pouvoir donc créer déjà les poteaux. Donc ici, on va créer une charpente métallique. Donc on va pouvoir créer les poteaux. Je vais juste réorienter le plan de travail dans la direction, dans le plan XZ, et on va pouvoir créer les poteaux. Donc ici, on retrouve la grille de points du plan de travail qui peut nous aider ici pour la construction des modèles. Vous avez également accès aux réglages si jamais vous souhaitez modifier l'anthrax
l'anthrax des points de la grille, vous pouvez les réajuster directement en faisant un clic droit et en accédant à la partie plan de travail, grille et saisie. OK. Donc on va créer un poteau. Alors juste avant, je vais déjà supprimer les données, comme ça on repart sur un modèle où on va tout créer directement. Et je vais créer une nouvelle barre. OK. Donc au niveau des types de barres, on verra dans le webinaire, mais on retrouve comme dans RFM5 les différents types de barres. Poutres, barres rigides, des barres de type nervure plutôt pour la partie béton, des barres treillis ou treillis seulement N uniquement avec des efforts normaux dans la barre, donc avec des non-linéarités. D'autres barres avec d'autres non-linéarités comme des barres qui travaillent qu'en traction, compression. Vous avez flambement, dès que vous dépassez la valeur d'effort critique, la barre est mise en échec. Des barres de type câble et ainsi de suite, on retrouve les différentes barres comme on avait dans RFM5. Ici, nous, on va définir la section correspondante pour notre poteau et on va créer une nouvelle section. Au niveau des sections, ici, vous retrouvez la bibliothèque de sections avec, dans cette partie-là, tout ce qui est section dédiée à la partie profilée acier ou métallique. Et ensuite, toutes les sections massives qui peuvent être utilisées pour la partie bois ou pour la partie béton. Ici, on va aller chercher une section en I et on va prendre un IPE. Donc ici, vous avez les filtres qui vous permettent de venir trier les sections selon différentes normes. Également, vous retrouvez des références de fabricants. Nous, on va prendre un IPE et au niveau de l'IPE, on prend un IPE de 300. Le matériau ici n'est pas créé vu que j'ai supprimé tous les matériaux de base que j'avais dans mon modèle. Et donc là, je vais venir créer un nouveau matériau. Je vais sélectionner donc dans la liste déroulante les références acier selon les codes européens. Et ici, je vais prendre de l'acier avec une nuance de S235. OK. Je valide. Et on va pouvoir tracer notre poteau. Le poteau, ici, je peux m'aider des points. Là, par exemple, je vais vouloir la positionner à 4,5 mètres. Alors, j'ai pas un réglage des points qui me le permet. J'ai un réglage tous les 1 mètre des points. Donc là, il me suffit de me positionner comme je souhaite mettre mon poteau et je vais juste renseigner manuellement les 4,5 mètres. Je valide et du coup, j'ai mon poteau de 4,5 mètres qui est créé. OK, je vais pouvoir le copier. Pour le copier, vous pouvez soit directement le sélectionner avec un lasso. Vous pouvez sélectionner un des nœuds et appuyer sur la touche CTRL pour le copier, pour pouvoir le dupliquer, comme ceci. Ou bien on peut également directement utiliser les fonctions copier, déplacer ici pour faire une translation. On utilisera cette fonction par la suite. Ici, parmi les nouvelles fonctionnalités que l'on a intégrées dans le logiciel, on a notamment un nouveau type, un nouveau réglage sur les nœuds. Donc ici, on va avoir les nœuds de base et les nœuds avec un nœud entre deux nœuds ou un nœud entre deux points. Donc là, ici, nous, on va utiliser la nouvelle fonction qui est nœud entre deux nœuds. Et ici, on va pouvoir sélectionner, alors la fenêtre est sur mon autre écran, alors je le bascule là. Ici, je sélectionne donc mes deux nœuds qui m'intéressent. Je vais pouvoir régler la position du nœud sur la longueur ici. Donc là, je mets au milieu à 50-50. Si je souhaite, je peux le réajuster. Par exemple, si je mets 30 ici, il se réajuste, on le voit. Ok, moi, ça va être 50-50 ici. Et je peux, du coup, appliquer à ce niveau-là. Donc, l'intérêt de cette nouvelle fonctionnalité est que la position de ce nœud, elle est liée également à la position de mes deux nœuds de référence. On le voit en passant sur le nœud, il y a une ligne en pointillé qui se fait, ce qui veut dire que si je déplace mon poteau ou que je l'agrandis ici, le nœud va toujours ici se repositionner pour être au milieu des deux nœuds de la longueur, ici. Okay, je fais CTRL Z pour revenir en arrière. Donc cette fonctionnalité, elle sera utile, par exemple, si après on se rend compte qu'on a besoin de réajuster la position des poteaux ou la hauteur, ça permet d'avoir des nœuds qui se règlent automatiquement à ce niveau-là. OK. Ici, nous, on va juste utiliser ce nœud-là et on va faire une projection
par rotation ici. Et donc je sélectionne le nœud, je vais faire cette fonction qui va me permettre de faire une projection en appliquant un angle de rotation. Donc là, je vais créer une copie. On va faire un angle de -13 degrés. On va tourner autour de l'axe Y et on va faire une projection dans la direction Z. Et le point P de rotation, ça va être celui-ci. Je fais valider. Et donc là, j'ai mon nœud qui est créé. Celui-ci ici, c'était juste pour vous montrer la fonction et créer mon nœud ici pour mon fêtage. Le reste, je peux le supprimer. OK. Maintenant, je vais créer les poutres ici de mon portique. Et pour cela, on va voir des nouvelles fonctions qui existent. Donc, au niveau de RFM6, on a vu qu'on peut créer nos différents types de barres. Et ici, on va créer une nouvelle référence, une nouvelle poutre. Et ici, vous l'avez peut-être vu lorsque j'ai créé mes poteaux, on a la possibilité de définir un type de distribution de la section. Et ici, on trouve donc différents réglages possibles à inertie constante, inertie variable, simple, avec des jarrets aux deux extrémités. Vous pouvez ensuite régler comment sont la position de vos jarrets, l'alignement de vos sections. Ensuite, on a également un jarret en début de barre, en fin de barre, une poutre à double inertie variable, comme ceci par exemple, ou bien encore définir des réductions de section aux extrémités, en début, en fin ou aux deux extrémités. Voilà. Donc on a cette nouvelle fonction qui va nous permettre ici de définir un jarret en début de barre, par exemple. Donc là, je vais configurer l'alignement en haut des sections et je vais pouvoir créer mes sections de début et de fin. Donc ici, je vais créer une nouvelle section, par exemple, pour ma fin de barre. Donc je peux ouvrir la bibliothèque, je prends une section paramétrique. Pour la section paramétrique, soit je renseigne moi-même les propriétés, les dimensions de ma section, soit je peux aussi lui demander d'aller chercher et de prendre des sections en référence à une section existante dans la bibliothèque des sections standardisées. Ici, je vais prendre une section, alors je vais aller chercher un IPE toujours, et ici, je vais prendre un IPE de 220. OK. Donc là, ici, je récupère les dimensions de l'IPE. Je vais arrondir les valeurs, par exemple, pour un profil reconstitué ici. Hop, on va mettre 6, 10, et puis là, je vais pas mettre les arrondis. OK. Donc là, je vais copier celle-ci. Je copie le texte ici. Et puis, je vais également créer une nouvelle section. Je vais coller directement mon texte. Et puis, je vais créer, donc là, hop, je prends les mêmes réglages, mais je mets un i de 600 en hauteur. Et je fais OK. Donc là, ici, je mets en fin de barre la section numéro 2. Et en début de barre, je vais mettre ma section numéro 3 ici que j'ai créée. L'alignement en haut. Ici, au niveau de la position du jarret, on est à 25% de la longueur. Vous pouvez également passer directement en unité métrique si vous voulez positionner plus précisément. Ici, je me remets à 25% de la longueur. Je valide. OK. Et ici, je vais pouvoir tracer ma poutre de ce nœud-là à ce nœud-là. OK. Ici, donc, on peut voir la poutre, ça c'est une seule barre. Donc par rapport à ce qu'on faisait dans RFM5 où on avait plusieurs tronçons, par exemple, on devait avoir 2 tronçons de barre pour pouvoir créer ce type de barre. Là ici, dans RFM6, vous pouvez directement créer une seule barre avec la variation de section. Et l'avantage, c'est que du coup, au niveau du calcul, les vérifications, on verra par la suite, les vérifications acier, on aura directement les réglages sur cette barre-là qui pourront être effectués directement. Et donc, on coupe plus les barres. On n'a pas coupé la barre, on n'a qu'une seule barre à ce niveau-là. Celle-ci, je vais la copier de l'autre côté. Alors, pour utiliser les fonctions, ici, je peux par exemple utiliser la fonction miroiter pour faire une symétrie. Je vais pouvoir sélectionner le plan de symétrie YZ, sélectionner la position du plan de symétrie. Je fais OK. Et voilà, je viens de créer la copie.
Pour la suite, je vais créer des nœuds sur les barres. Donc je vais diviser ici les barres avec des nœuds. Ici, on peut déjà voir qu'au niveau des nœuds, on a un nœud existant ici qui correspond au nœud de la position de la variation de section. En rouge, les nœuds standards. Et là, je vais, sur ces deux poutres ici, venir diviser les barres avec un nombre de nœuds intermédiaires. Je vais positionner deux nœuds et ici, on va demander à ce que les nœuds ne viennent pas diviser les barres. Donc, je désactive la division des barres. OK. Et donc là, on a un autre code couleur pour les nœuds sur les barres qui sont intégrés aux barres. On a un code bleu clair ici, bleu foncé pour les variations de section et rouge ici. Également, je vais venir ajouter un nœud sur mes poteaux. Hop. Donc là, juste un seul. Et pareil, je ne divise pas la barre. OK. Et puis maintenant, mon portique est fait. On va rapidement créer le modèle 3D. Et donc pour cela, je vais venir sélectionner les éléments qui m'intéressent. Donc là, je sélectionne certains nœuds, toc, comme ceci. Je sélectionne aussi mes poutres. Alors, il y a juste les nœuds de variation de section que je sélectionne pas. Et là, je vais faire une copie par translation. Je vais créer des copies. Je vais en créer 3. On va faire une translation dans la direction Y globale de 5 mètres. Et on va venir activer des fonctions supplémentaires. Notamment ici, donc on va pouvoir, par exemple, si vous avez des copies avec des entraxes de portique différents, vous pouvez activer pour dire que vous avez des pas d'espacement différents entre portiques, si besoin. Nous, on va juste demander à connecter les étapes de copie. On va connecter les nœuds avec des barres, les nœuds qu'on copie avec des barres. On va créer ici une nouvelle barre. Et donc, pour cette barre-là, on va définir, par exemple, des barres de type treillis qui seront articulées aux extrémités. On va venir définir une section. On va faire une nouvelle section. On va venir chercher une section circulaire creuse, un tube, type ici CHC. Et on va pouvoir venir sélectionner, hop, je vais chercher une section, alors on va prendre celle-ci. On va également pouvoir créer un nouveau matériau si besoin. Donc je peux aller chercher au niveau des matériaux et venir modifier mon matériau. OK. Et donc là, je crée une nouvelle référence de matériau pour mon modèle. OK. Hop. Donc là, je valide. Je valide. Et là, on va pouvoir faire les copies. Donc là, on a nos portiques qui sont copiés. Entre les nœuds de chaque portique, on a nos barres qui sont créées. Et maintenant, on peut poursuivre la modélisation. Donc, on va faire le pignon. Donc, pour le pignon, on peut également utiliser, par exemple, on va mettre des poteaux, des potelets ici au niveau du pignon. Donc, je vais prendre ce nœud-là et je vais le copier. Et sur le même principe que l'on a fait les portiques avec les barres, ici, on va faire juste une copie. On va définir le vecteur de translation qui est de là à là. Ce qui nous intéresse, c'est juste la direction Z. OK. Ici, au niveau de la connexion entre les nœuds, on va créer une nouvelle section. Et pour le pignon, on va repasser sur une poutre standard. On va venir définir une articulation. Donc, on va définir, alors, on va faire une inversion d'orientation de la barre. Donc, je vais le définir en fin de barre. Ici, donc juste, on libère avec la définition par défaut au niveau des degrés de liberté en rotation qui sont libérés. OK. Et au niveau de la section, on va venir créer une nouvelle section. On va aller chercher cette fois-ci un HEA et on va partir sur un HEA de 200 ici en S235. Ce sera suffisant. OK. Comme ceci. OK. Et on peut le créer. Donc là ici,
le poteau est orienté vers le bas. Là, ici, on s'est orienté vers le haut. Je vais juste faire un clic droit sur la barre pour pouvoir venir inverser l'orientation de la ligne et de la barre. Ici, là, on peut voir que la petite sphère, qui modélisait, qui représentait notre articulation, est repassée en haut. Également, ce qu'on va pouvoir faire, c'est que au niveau du principe de fonctionnement du poteau, ici, on va venir faire une rotation de la barre. Donc là, au niveau de la section, on va tourner de 90 degrés pour que ce soit dans le bon sens au niveau de l'orientation. Ok, je vais venir compléter la partie pignon. Je viens copier ces barres-là avec une copie directement par translation. Donc je sélectionne les éléments avec la touche contrôle. Ok, je repositionne les nœuds là où je souhaite, donc dans le plan, comme ceci. Je vais me passer le modèle en filaire. Et ici, donc, on peut voir que ici, j'ai les nœuds qui sont en rouge. On va demander à ce que ces nœuds-là soient intégrés à la barre. Donc là, on va pouvoir directement double-cliquer sur la barre. Je vais modifier le type de nœud en nœud sur la barre. On va préciser la barre sur laquelle ils sont, sur laquelle il est. Et puis ici, on va préciser la position. Donc, je viens de resélectionner la position du nœud. Et je peux valider. On voit ici que le code couleur du nœud a changé. Je procède de la même façon pour celui du dessus. Donc sur la barre, je viens sélectionner la barre et puis la position sur la barre ici. Ok, et voilà. Donc là maintenant, les nœuds ici sont intégrés à la barre. Et si on passe sur la barre, on va retrouver des nœuds intégrés à la barre avec leur position. Ok. On va copier cette partie-là. Donc là, on peut utiliser la fonction miroir comme tout à l'heure. Ici. Puis on va copier cette barre-là. On vient déplacer ici. OK. Le pignon est fait. Pour la suite, et on verra pourquoi je le fais, je vais créer une ligne à ce niveau-là. Donc à la base, entre les deux potelets ici. Et puis ici, je viens sélectionner les éléments du pignon que je vais pouvoir venir copier de l'autre côté rapidement, toujours avec la touche contrôle et en sélectionnant les barres. Ici, on va juste passer en mode 3D et ici, on voit que au niveau des poutres ici, on a les jarrets ici avec nos éléments ici, nos barres ici qui sont présentes. On va venir juste modifier les barres, nos poutres ici de portique en pignon. Donc là, je peux venir sélectionner les poutres, je double-clique sur l'une d'elles et on va juste venir modifier le type de distribution. On va passer sur une inertie poutre avec inertie constante et on va reprendre le I de 220 à ce niveau-là. Ok, voilà, pour que ce soit plus juste à ce niveau-là, au niveau de la partie graphique 3D pour principe de fonctionnement. Ok. Ensuite, on va pouvoir venir créer les éléments de contreventement. Je vais me remettre en filaire. Si on souhaite ici, on est en filaire, mais on ne voit pas forcément les sections. On peut les voir quand on passe sur la ligne de la barre. Ici, si je souhaite, je peux demander à afficher directement le contour de la section. Donc, je peux aller dans les réglages pour la partie affichée du navigateur. Et ici, on va pouvoir, au niveau des barres, activer les contours de barres, ce qui me permet ici d'identifier rapidement les sections que l'on a assignées au niveau des barres. On va venir créer des éléments de contreventement au niveau de notre modèle. Et donc ici, on va pouvoir créer des nouvelles barres. Donc je vais créer une nouvelle barre. Cette fois-ci, on va passer sur des barres de type traction. Et je vais définir une nouvelle section. Et cette fois-ci, je vais passer sur des sections rondes, pleines. Et puis je vais prendre un R20 à ce niveau-là. OK. Et on va pouvoir le tracer. Alors je trace juste 2 barres à ce niveau-là. Si on souhaite ici, on est avec un affichage au niveau du code couleur, on est sur l'affichage standard. On peut éventuellement modifier si on le souhaite pour avoir un affichage avec les couleurs
selon les sections, par exemple, qui permet d'avoir un code couleur avec tout de suite identifier les sections si besoin. Donc on peut rapidement après identifier en utilisant les différents codes couleurs à ce niveau-là. OK. Je reviens sur l'affichage ici, au niveau des propriétés de matériaux, ce qu'on avait initialement. Et ici, nos contreventements, je peux rapidement les copier, toujours avec la touche CTRL. Je les sélectionne. Je vais les sélectionner et les déplacer également ici. Rapidement, je peux repositionner ici, comme j'ai des espacements réguliers, je peux repositionner et reconnecter donc les éléments, mes nœuds ici, à ma charpente. Et une fois qu'on a fait ça, on peut venir sélectionner nos éléments, faire une copie par symétrie, et voilà. Ici, on a fait notre modèle. On a fini la modélisation des barres. On va juste faire quelques petites modifications. Ici, par exemple, à la base du bâtiment, ces barres-là, j'en ai pas besoin. On va juste définir des barres qui vont permettre de redistribuer les charges qu'on va appliquer sur les parois de la structure directement au nœud d'appui qu'on va modéliser. Donc, je vais juste, au niveau de ces barres-là, venir les modifier. Alors, je peux venir directement faire un lasso et double-cliquer sur l'une d'elles. Et puis ici, on va passer directement avec des couplages articulés de chaque côté. Donc des couplages rigides, OK, qui sont articulés, qui vont permettre de redistribuer la charge directement aux appuis. Et puis, ce qui nous reste encore à faire, c'est donc la définition des appuis. Donc là, on va les retrouver ici. Là, on voit qu'on a déjà des types d'appuis déjà prédéfinis. On va pouvoir venir sélectionner les éléments par un lasso. On va assigner le type d'appui 1, les appuis rotulés, et on a nos appuis qui sont modélisés, qui sont représentés. Ici, si on souhaite jouer sur l'affichage, la taille d'affichage des nœuds, enfin, des appuis, on peut rapidement l'ajuster directement avec un clic droit sur l'élément pour jouer sur sa taille d'affichage graphique. Donc rapidement, on a accès à ces fonctions. Et on va pouvoir passer maintenant sur la partie définition des charges. Donc, on a fini la première partie avec tout ce qui est données de base. Et là, maintenant, on va pouvoir passer à la partie définition des charges. Donc ici, on retrouve également dans les tableaux, si on regarde, là, on avait les matériaux, les sections qu'on a définies. Comme ce que l'on avait dans RFM5, si vous sélectionnez des éléments, par exemple des barres, ici, les barres que vous sélectionnez sont aussi affichées en jaune ici, sont aussi également sélectionnées dans le tableau. Ou inversement, si vous les sélectionnez dans le tableau ici, vous allez les avoir ici, comme je suis sur un affichage en arrière-plan blanc, il s'affiche en jaune ici. Donc on a toujours cette synchronisation possible entre la partie graphique et les tableaux. Pour la définition des charges, donc je vais pouvoir changer la zone de tableau. Et ici, je peux aller dans la partie cas de charge et combinaison. J'ai un cas de charge qui est présent par défaut, c'est le cas de charge de charge permanente. Ici, je vais pouvoir le renommer poids propre. Ici, le poids propre est actif par défaut. Donc, ça veut dire que ici, on va, dans ce cas de charge, prendre en compte le poids propre des barres qui sont modélisées. Et si je souhaite rajouter des charges, par exemple, liées à un bardage ou liées à une couverture au niveau de la toiture, une charge de poids propre, je vais pouvoir le définir. Donc pour cela, on va pouvoir utiliser au niveau de la partie charge, par exemple, dans un premier temps, on va regarder comment on peut le faire avec l'assistant de charge, qui est charge surfacique en charge de barre. Ça permet de transformer des charges surfaciques en charge de barre. Et donc ici, on va créer, dans un premier cas, une charge surfacique sur nos parois. Donc là, elles vont être créées dans le cas de charge CC1, du poids propre. On va définir une charge de 0,1 kN. Elle s'oriente vers le bas, ici, moins 1, selon la direction Z globale, ici. Et puis ici, on va pouvoir venir sélectionner la partie géométrie. Et là, ici, on va avoir des cellules à sélectionner.
Donc ici, on peut voir les cellules qui s'affichent. On peut venir sélectionner nos cellules. Je vais mettre, hop. On a également le D ici pour la navigation, l'affichage. Donc là, je sélectionne les cellules qui m'intéressent à ce niveau-là. OK. Là, on peut voir que j'ai des zones, par exemple, pour les ouvertures, ici, qui ne sont pas sélectionnées. Je peux demander à ce que les lignes ici soient prises en compte pour la création de la cellule. Donc là, je peux l'activer et maintenant venir sélectionner ces éléments-là. Donc voilà pourquoi j'avais également créé ces deux lignes ici. OK. Si jamais vous n'avez pas créé les lignes, vous pouvez également faire une saisie de cellules manuellement par cette icône-là. OK. Ensuite, on va pouvoir préciser et informer, lui préciser au niveau de l'assistant que certaines barres ne seront pas à charger. Et par exemple, on peut lui demander à ce que toutes les barres parallèles à ces poteaux ne soient pas chargées. Alors au passage, on voit que là, en jaune, j'ai les cellules sélectionnées et il m'en manque peut-être, vu que là, je vois qu'il y a une partie qui s'affiche encore, qui n'est pas affichée en jaune. Je vais pouvoir revenir dessus. Donc là, j'ai déjà réglé que je souhaite désactiver certaines barres. Et puis voilà, ici, je vais pouvoir sélectionner effectivement ces barres-là. Hop, enfin, ces cellules-là. Voilà, maintenant elles sont sélectionnées. Je peux valider. Voilà, c'est fermé et je peux valider. OK, ici, je peux voir la répartition de la charge surfacique sur le modèle. En faisant un clic droit dessus, je vais pouvoir demander à afficher séparément les charges, c'est-à-dire afficher les charges distribuées sur les barres. Donc là, c'est une première possibilité pour pouvoir définir un chargement sur les façades de la structure. La deuxième possibilité, c'est d'utiliser le nouveau type de surface. Donc là, je vais supprimer ce que j'ai fait. Hop. Et on va passer sur la définition du nouveau type de surface. Donc ici, on va créer des surfaces en sélectionnant les lignes de contour. Et ici, dans RFM6, on a à présent un nouveau type de surface avec des surfaces dédiées au transfert de charges. Donc là, ces surfaces-là vont vous permettre de venir charger les surfaces et après de faire une distribution des charges sur des barres ou sur d'autres surfaces. Donc ici, je sélectionne cette partie-là. On viendra par la suite faire les réglages précis sur la distribution des charges. Et je vais venir appliquer en sélectionnant les lignes de contour. Donc quand vous créez un modèle, là on a modélisé directement les barres, mais en arrière-plan, vous avez des lignes qui sont créées. Je peux passer en mode transparent. Donc là, on voit la création de la surface. OK, puis je peux continuer. La fonction est toujours active. Donc là, je peux venir continuer à sélectionner mes surfaces. OK, et ainsi de suite. OK, et également mes pans de toiture. Et le deuxième pan. Voilà. Je peux quitter la fonction en faisant un clic droit. Je peux afficher les orientations des axes locaux des surfaces. Ici, on peut voir l'orientation X, Y et Z qui est perpendiculaire à la surface, au plan de la surface. Ici, on va pouvoir donc passer au réglage. Donc, je vais sélectionner mes éléments ici. Je vais pouvoir régler mes trois surfaces, enfin mes quatre surfaces. Ici, on va pouvoir préciser le transfert de charge. Ici, on va pouvoir indiquer si le transfert de charge donc, se fait, s'applique donc sur toutes les barres qui coupent l'axe X local, l'axe Y local ou selon les deux directions. Donc là, en fonction, ici, j'ai également l'aide graphique qui s'affiche à ce niveau-là. Donc là, ici, on va juste charger toutes les barres qui coupent l'axe Y local. Et ici, on va pouvoir prendre en compte un poids propre de surface et je vais définir une charge de 10 kg par mètre carré à ce niveau-là. Je valide. OK. Je viens régler maintenant sur ces surfaces en pignon. On va les modifier. Et
Ici, je vais pouvoir la régler par exemple dans les deux directions, mais je vais lui préciser que certaines barres ne sont pas à charger. Donc là, les barres de mes portiques en pignon, ici, je vais demander à ne pas les charger à ce niveau-là. Hop. Et également, on va venir modifier. Et on va indiquer également une charge de 10 kg par mètre carré. Ici, je peux faire un clic droit sur la surface et demander à afficher les transferts de charge. Et là, maintenant, on va pouvoir voir les charges de poids propres qu'on a appliquées sur les surfaces, qu'on a pris en compte au niveau des surfaces, qui sont distribuées sur les barres. Voilà au niveau de cette fonction. On va maintenant pouvoir passer à la définition des autres cas de charge. On va créer par exemple un cas de charge de neige. Donc là, je vais pouvoir venir passer par l'assistant. Donc je vais aller dans Insérer et Charge, assistant de charge. Et pour la charge de neige, hop, j'ouvre l'assistant et je vais pouvoir préciser que je suis sur une charge de toiture à 2 versants. Je vais venir sélectionner les nœuds de contour de la toiture. Hop. Ici, on peut voir ici les plans qui sont détectés, les deux pans de toiture. Je retrouve les paramètres qui sont liés à l'adresse que j'ai renseignée avec l'altitude. Ici, on a les possibilités de créer plusieurs cas de charge, notamment un premier cas de charge qui correspond à la neige totale sur les deux pans et les deux autres qui correspondent à des cas de demi-neige, donc un pan demi-neige et un pan en neige pleine et inversement. Donc là, ici, moi, je vais créer juste un cas de charge de neige totale. Je crée directement le cas de charge et je peux venir juste modifier, par exemple, pour corriger son nom. OK. À ce niveau-là. Ici, j'ai la valeur de charge de neige qui sera appliquée en surfacique, kN par mètre carré, et je valide. Ici, je vois la charge surfacique et sa distribution qui se fait via les surfaces sur les barres. OK. Et maintenant, je peux passer à la création de cas supplémentaires. Alors, on a vu ici dans Insérer, vous avez également l'assistant de charge pour la partie vent. Là, je vais vous faire un exemple pour utiliser ici d'autres fonctions pour créer par exemple des charges surfaciques directement. Donc là, je vais créer un nouveau cas de charge vent, par exemple, en X, hop, de type hop, vent. Et ici, on va pouvoir donc venir créer nos charges de vent. Je peux passer sur transparent comme ça. Et puis l'affichage ici des axes, je peux le désactiver. Et ici, je vais venir donc définir mes charges surfaciques. Donc au niveau des charges surfaciques, je vais dans la direction X appliquer une charge de 0,64 dans la direction X globale sur cette surface. OK. Directement, je peux valider et appliquer la charge et puis poursuivre. Sur la surface de ce côté-là, je vais venir appliquer une charge de 0,4. Je vais appliquer et suivant. Je viens sélectionner mon pignon. Je viens appliquer une charge de moins 0,8 dans la direction Y. Appliquer et suivant. Et puis sur mon autre pignon ici, je vais appliquer cette fois-ci une charge de 0,8 dans la direction Y. Et puis par exemple, au niveau de mes pans de toiture ici, je vais venir appliquer également une charge de moins 0,35, cette fois-ci selon le repère local, par rapport au repère local Z. Je peux faire valider. Et du coup ici, on a nos charges qui sont appliquées. Donc rapidement, en utilisant la fonction appliquer et suivant, on peut assez rapidement charger un modèle. Je peux de nouveau afficher les charges surfaciques, comme ceci. OK. Maintenant, on va pouvoir passer sur l'application des charges d'un cas de vent sur la direction Y. Alors, on n'a pas besoin de tout refaire. On va juste, ici, dans la partie tableau, ici, on va copier la ligne du cas de vent
en X. Automatiquement, ça me copie la ligne et tout ce qui était lié à ce cas de charge, donc également les charges. Là, on peut voir, hein, je suis dans le cas de vent Y et j'ai le chargement récupéré. Puis après, je peux passer directement dans la partie charge du tableau et venir réajuster les charges surfaciques. Et donc là, je peux rapidement corriger. Donc ici, on sera sur cette direction-là avec une charge de moins 0,8. Ici, 0,8. Ensuite, dans cette direction-là, on est sur celui-ci. Donc là, ce sera, hop, je peux corriger à 0,64, 0,4. Voilà, je fais simple, je récupère ce que j'avais saisi avant. OK, à ce niveau-là. Également, ce sera après possible, au niveau des charges surfaciques, ici, d'utiliser les charges libres, ce qui permettra de définir des charges qui s'appliquent juste sur une partie ou des charges différentes qui s'appliquent juste sur certaines parties de vos surfaces de chargement. OK. Donc on a créé nos cas de vent. On va créer un cas juste de mise en tension ici de nos éléments de type traction. Donc je vais pouvoir par exemple aller dans la partie afficher et ici je vais demander à afficher juste les barres de type traction. Je les isole ici dans la partie vue avec les réglages de visibilité. Je vais sélectionner mes barres et je vais définir une charge sur mes barres de réduction en longueur. Donc là, cette fois-ci, c'est un déplacement axial de moins 1 mm, par exemple, juste pour avoir un peu de traction dans ces barres-là. Je vais faire appliquer. Et là, par exemple, ici, j'ai oublié de créer mon cas de charge, donc ça, c'est pas grave. Là, ici, j'ai appliqué les charges de précontrainte dans mon cas de vent. Là, je peux venir créer, alors je peux passer par là ou par le tableau. Je vais venir créer un cas de charge précontrainte. Hop. Et rapidement, hop, je vais pouvoir repositionner mes charges dans le bon cas de charge. Donc là, je mettais dans mon cas, alors j'ai les combinaisons qui sont créées. Là, j'avais mes charges ici. Je me suis trompé, je les sélectionne. Je remets ici que ça va dans la partie précontrainte. Et comme ça me permet de les repositionner là où je veux. Donc rapidement aussi, si jamais on s'est trompé ou si on a oublié de créer les cas de charge et qu'on a généré plusieurs charges dans un même cas de charge, on peut recorriger, on peut corriger nos chargements. OK. Et maintenant, on va pouvoir passer à la partie combinaison. Donc au niveau des combinaisons, on l'a vu quand j'ai fait dérouler la liste déroulante, nos combinaisons sont créées. On peut retrouver ici les informations sur nos cas de charge, sur les actions, sur les situations de projet, ELU, ELS, les combinaisons d'actions et les combinaisons de charges. Je vais repasser sur la partie situation de projet et ici, par exemple, on a nos ELU et nos ELS qui sont avec des analyses au second ordre. Là, par exemple, ici, on va pouvoir passer nos ELS ici en géométriquement linéaire. Et pour les ELU, dans un premier temps, on va lancer une analyse de stabilité pour vérifier si les facteurs de charge critiques sont supérieurs ou inférieurs à 10 pour déterminer si on doit faire une analyse au second ordre ou une analyse géométriquement linéaire sera suffisante. Donc là, je vais créer un nouveau réglage et je vais demander à faire une analyse géométriquement linéaire en considérant la partie analyse de stabilité. Vous avez également la main pour régler les paramètres sur l'analyse de stabilité. OK. Et je peux valider. Ici, je vais repasser avec l'affichage de tout le modèle. Et ici, on va juste demander au calcul juste la partie ULU pour pouvoir faire l'analyse de flambement généralisé. Je vais lancer le calcul juste sur la partie ULU. Donc là, on va voir également au niveau de RFM6, la partie solver a été retravaillée. Donc là, on peut voir les différentes combinaisons qui sont lancées au calcul, qui sont diffusées sur les cordes du processeur, et on voit le temps de calcul également mis pour chaque calcul de combinaison. Ici, on a les déformations globales de la structure sous ELU. Ce n'est pas ce qui nous intéresse ici, mais je vais juste changer déjà l'affichage en filaire avec des sections, par un affichage avec des sections colorées au niveau des déformations. Ici. Et on va pouvoir
regarder la partie tableau. Et ici, ce qu'on peut voir déjà sur le résumé pour toute la partie vérification value, j'ai le résumé sur les déplacements, mais également ici la partie analyse de stabilité. J'ai l'information sur le facteur de charge critique minimal de toutes mes combinaisons. Et ici, on a l'information sur la combinaison 2. Donc, ça veut dire que mon facteur de charge critique minimal est appliqué et est présent pour ma combinaison 2. Ensuite, je peux regarder directement, donc ici, on retrouve la partie analyse statique au niveau des tableaux, également la partie analyse de stabilité. Et ici, je vais pouvoir directement voir sous chaque combinaison les différents modes calculés, les afficher graphiquement. Je peux défiler. Et là, on peut voir qu'effectivement, sur la combinaison 2, ici, j'ai mon facteur de 16 qui est présent. Donc en principe ici, je peux rester sur une analyse géométriquement linéaire. Pour l'exemple, je vais passer sur une analyse au second ordre et on va vous montrer comment on peut créer les imperfections dans le cas où vous passez sur une analyse au second ordre. Ok, donc je peux repasser par exemple analyse statique et là je retrouve les différentes combinaisons. Et pour le résumer ici, je peux afficher cette partie-là et retrouver mon facteur de charge critique. Ok, donc là je vais repasser sur les réglages de la combinaison ELU pour les combinaisons ELU. Je vais repasser sur une analyse du second ordre, la standard. Et puis ici, je peux juste vérifier donc, si mes imperfections sont activées. Et donc là, j'ai la prise en compte des imperfections qui est active pour le second ordre. OK. Et ici, les ELS sont géométriquement linéaires. Je peux valider. Donc ça va refaire mes combinaisons par la suite. Et ça écrase les calculs déjà effectués. Et ici, on va pouvoir créer les imperfections. Donc, en principe, ici, vous retrouvez donc la partie imperfection. Donc, précédemment, dans RFM5, les cas d'imperfection étaient associés aux cas de charge, avec une définition type imperfection. Maintenant, dans RFM6, on a vraiment des cas spécifiques pour les imperfections. Donc, on les retrouve ici. Et là, on va pouvoir passer à la définition. Donc, je vais créer un cas d'imperfection sur la direction X. On a différents types d'imperfections possibles. Là, je vais faire des imperfections locales qui vont s'appliquer. Donc ici, pour la direction X, je vais demander à ce qu'il soit pris en compte avec le vent en X. C'est-à-dire que dans le cas où j'ai un vent en Y, par exemple, je n'aurai pas la prise en compte de l'imperfection en X. OK. Je vais pouvoir passer la définition. Alors, je vais juste afficher l'affichage des imperfections et on va pouvoir isoler, par exemple, on va définir les imperfections sur nos poteaux. Alors, du coup, je vais pouvoir venir, par exemple, isoler juste les poteaux. Alors, pour cela, on peut, par exemple, activer les fonctions que je vous ai dit que j'allais activer par la suite. Donc, je reviens dans les données de base et dans la partie paramètres et options, je vais activer les représentations de barres. Ça va me permettre ici d'avoir des barres représentatives et ici de pouvoir sélectionner rapidement toutes les barres identiques. Donc, toutes les barres qui sont identiques sont identifiées avec le même code couleur. Voilà. Et je peux demander juste à afficher ces barres-là. OK. Ça va permettre avec cette fonction des barres représentatives de gagner du temps sur certains réglages des modèles. Donc là maintenant, je vais pouvoir définir les imperfections sur le cas imperfection en X. Je vais créer de nouvelles imperfections, un déplacement initial. Avec ici, on va prendre référence à l'Eurocode 2 et à l'Eurocode 3 pour les imperfections. Et ensuite, on va pouvoir venir renseigner les données. Donc, ce qui va nous intéresser dans un premier temps, c'est, je vais sélectionner les poteaux. Alors, par exemple, celui-ci, ici, pour les portiques intermédiaires, ici, je valide. Je vais pouvoir demander à les afficher dans la fenêtre. Comme ça me permet d'identifier rapidement l'orientation des axes locaux également et de vérifier si j'oriente bien mes imperfections ici pour la direction X à ce niveau-là. Je vais pouvoir sélectionner un poteau pour reprendre sa longueur. Et ici, j'ai deux poteaux sur une ligne. Donc là, je vais mettre que j'ai deux poteaux. Ça me permet de recalculer automatiquement les réglages de l'imperfection.
et je peux faire appliquer et suivant. Maintenant, je vais pouvoir passer sur, par exemple, les poteaux aux angles. OK. Ici, ils sont toujours selon le repère Z local. Là, c'est toujours la même hauteur. Par contre, j'ai 4 poteaux. Je fais appliquer et suivant. Je peux sélectionner les éléments en pignon. OK. Là, ici, on avait réorienté la section avec une rotation de 90 degrés. Donc là, je vais juste corriger l'orientation. Ce sera selon Y. Ici. Et j'ai également 4 poteaux. Et la hauteur, c'est plus la même hauteur. Donc je reprends la hauteur des éléments. Et je peux valider. OK. Donc là, j'ai créé mes imperfections. Et maintenant, je vais pouvoir créer mon deuxième cas de charge, mon cas d'imperfection, pardon. Et là, je vais pouvoir directement dupliquer celui qu'on a créé. Je vais juste le renommer. Il va être en Y. Au niveau de l'attribution, je vais l'assigner au vent en Y. OK. Et puis, je vais pouvoir venir dans la partie réglage de l'imperfection. Et donc là, j'ai déjà mes imperfections que j'ai définies. J'ai juste à les corriger. Donc là, je peux toujours réafficher ici l'orientation de mes axes. Et donc là, on est selon la direction Y. Donc là, ce sera par rapport à l'affichage en moins Y. Et là, ici, on est sur 4 poteaux. Sur celui-ci, on est toujours en moins Y et c'est 4 poteaux, ça ne change pas. Et pour celui-ci, on est sur nos éléments en pignon. Donc là, ce sera la direction Z locale. Et là, par contre, on est à 2 poteaux. OK. Voilà. Donc là, on a créé nos imperfections. Et si on va vérifier au niveau de la partie combinaison, on va pouvoir voir ici qu'au niveau des combinaisons de charges, ici, on a des combinaisons avec les imperfections dans les deux directions qui sont prises en compte. Par contre, dans le cas où j'ai un vent en X qui est appliqué, j'ai uniquement mon imperfection en X qui est prise en compte. Et dans le cas où j'ai un vent en Y qui est appliqué, j'ai uniquement mon imperfection en Y qui est activée. OK. Donc voilà sur la partie réglage des imperfections. Les combinaisons, elles, on l'a vu, sont générées automatiquement. Et on va pouvoir, du coup, passer à la suite. Donc, pour la suite des réglages, on va regarder maintenant la partie vérification acier. Donc, dans RFM5, vous aviez des modules spécifiques pour les vérifications. Ici, dans RFM6, on a des modules qui sont directement au niveau des réglages intégrés dans le logiciel, c'est-à-dire que là, en activant la partie vérification acier, pour chaque élément du modèle, on a des réglages spécifiques pour nos vérifications acier qui sont activés. Donc, on va pouvoir venir paramétrer cette partie-là. Je masque juste l'affichage des charges, OK. Et on va pouvoir venir donc dans un premier temps, par exemple, effectuer les réglages, par exemple sur ces poutres-là. Donc je vais utiliser les barres représentatives pour ici faire nos réglages. Donc, pour l'analyse de stabilité, par exemple, on va pouvoir régler des conditions limites. On va définir les appuis. Donc là, je vais créer une nouvelle condition limite pour cette poutre-là. Ici, on va pouvoir prendre en compte les appuis nodaux. Je peux demander à récupérer les configurations avec les nœuds des barres existantes. Donc là, j'ai le premier nœud qui est la variation de section. Et sur les nœuds suivants, j'ai des appuis en Y qui sont à prendre en compte. Pour les appuis d'extrémité, on va appliquer une rotation ici de 13 degrés, moins 13 degrés ici. Et donc ça, c'est des réglages qui vont être pris en compte par la suite pour le calcul. Je peux valider. Ici, je vois la représentation de mes appuis. Je peux valider. Et on va pouvoir également les visualiser dans le modèle global. Donc pour cela, je peux venir activer l'affichage. Donc là, on va pouvoir activer les informations par rapport à la partie vérification acier. Et ici, on va activer les vérifications, les conditions aux limites, ici. Puis on va pouvoir également activer les réglages aussi, les affichages des conditions pour les longueurs efficaces de barre. Donc là, ici, on voit déjà les appuis qui sont représentés. Et après, on peut procéder sur le même principe.
sur les réglages des autres éléments. Les données qu'on renseigne sont également affichées dans le navigateur ici, avec les réglages spécifiques pour la partie vérification acier. Donc là, je poursuis les réglages. Cette fois-ci, on va régler la partie longueur efficace. Pour les barres qu'on souhaite vérifier en stabilité, je vais demander à récupérer les données de cette barre. Et je vais préciser, alors à ce niveau-là, j'ai un élément de contreventement en premier et un poteau ici. J'ai les longueurs efficaces qui sont renseignées. Alors c'est dans la direction Y pour celui-ci. Je peux valider. Et donc les réglages s'appliquent à toutes les barres qui sont identifiées comme identiques de la barre représentative. Je règle les poteaux sur le même principe. Direction Y. OK. Les poteaux en pignon. Alors là, je règle ici. Donc à ce niveau-là, on pourra rentrer et préciser pour chaque barre les réglages. Sur le même principe, on pourra effectuer les réglages pour l'analyse de ELS au niveau des déformations. Pour le contrôle de flèche, on va retrouver une rubrique dédiée pour chaque élément qui sera pour la partie vérification ELS et préciser les conditions d'appui des barres. OK. Donc là, ici, on peut voir pour chaque, là sur les barres représentatives, ou pour chaque barre, on a aussi des configurations de réglage spécifiques. On retrouve les configurations de réglage pour la partie vérification ELU. Donc là, on a la main, on peut revenir dessus pour pouvoir faire les réglages. Également sur la partie ELS ou vérification au feu. La partie réglage sur la partie flèche pourrait être réglée ici. Et donc dans le cas où j'ai des barres avec des appuis intermédiaires, je pourrais préciser ici les appuis intermédiaires et les conditions d'appui afin de prendre en compte les bonnes les appuis dans les différentes directions et les bons critères de longueur pour l'analyse de déformation des barres. OK, bon là on a fait les réglages pour la partie stabilité. On pourra procéder sur le même principe pour la partie ELS. Et ensuite, on peut regarder la partie vérification acier dans le tableau. Donc ici, on a une rubrique dédiée aux vérifications acier. Dans cette rubrique-là, on va retrouver tout ce qui est données d'entrée avec les situations de projet, ce qu'on souhaite utiliser pour les vérifications ELU, ELS. On a les parties objets à calculer, les matériaux, les sections, la configuration ELU, donc là notamment j'ai des poutres à section variable ici avec les jarrets, donc je vais changer une partie de la méthode d'analyse sur la partie stabilité, je vais partir avec les méthodes complémentaires, avec la prise en compte des courbes de déversement et la méthode adaptée qui est la méthode de Names. OK, je valide. Sur le même principe, j'aurai accès aussi au réglage pour la partie ELS, partie feu, donc soit en double-cliquant sur la ligne, soit en cliquant ici. Et si on a besoin de créer d'autres réglages spécifiques pour certains éléments ou certaines barres, on pourra venir définir des réglages différents à ce niveau-là. OK. Et on va pouvoir maintenant lancer le calcul sur la partie acier. Donc, directement, je peux lancer au calcul la vérification acier. Donc là, j'ai toutes les combinaisons qui vont être lancées au calcul. Et également la partie acier. Donc après, on peut aussi voir ici le temps de calcul. Donc on voit qu'il a mis 24 secondes à tout calculer. Ici, on a les résultats de la vérification acier avec directement les ratios. Ici, les enveloppes de ratios. On peut afficher les enveloppes spécifiques à la partie ELU pour la vérification de section ou pour la partie stabilité. Également, les enveloppes pour la partie ELS. Donc on peut tout superposer
ou afficher individuellement les résultats qui nous intéressent. OK. Au niveau des données qu'on retrouve dans les tableaux, on a des informations également sur certains points. Alors là, on a par exemple des avertissements sur certaines barres pour nous préciser que la torsion a été négligée lors des vérifications. Et ensuite, on peut regarder les vérifications spécifiques. Donc là, soit le rapport de vérification par situation de calcul, ELU, ELS. On va avoir les vérifications par chargement. On peut regarder les vérifications par barre. Ici, on retrouve toutes les informations dans le tableau. On va avoir, par exemple, hop, ici, les différentes vérifications effectuées avec les ratios max opposition pour chaque section ici. Je peux sélectionner un élément, ça me l'affiche ici, et on va pouvoir aussi visualiser les détails. Par exemple, par rapport à la vérification cisaillement, je peux directement double-cliquer. Alors c'est sur mon autre écran, hop. J'ai la fenêtre qui me donne les détails de calcul ici, qui sont pris en compte pour la vérification. Et là, je retrouve les détails avec les formules et les détails avec les valeurs appliquées dans les formules pour faire ma vérification. Donc on va pouvoir après se déplacer le long de la barre ou choisir les combinaisons pour pouvoir visualiser les détails intermédiaires de vérification. On va aussi pouvoir visualiser la section et si on souhaite contrôler ou visualiser les contraintes dans la section à la position donnée, on peut également les visualiser. Je peux changer les contraintes à afficher dans la section. On pourra également envoyer dans le rapport en utilisant l'impression ici, que ce soit sur les parties section ou les formules ici, pour pouvoir documenter le rapport avec plus de détails pour la note de calcul. OK. Si je passe par exemple sur la vérification de stabilité d'un élément, hop, je vais passer sur la stabilité. Ici, par exemple, on peut voir le mode. Donc là, on a le mode qui est utilisé pour l'analyse de stabilité de ce poteau, qui tient compte des conditions qu'on a définies au niveau des paramètres de la barre. OK. Donc voilà à ce niveau-là, au niveau des vérifications acier, ce qu'on peut faire. Je vais passer maintenant sur plutôt la partie documentation. Alors aussi dans RFM6, on a une nouvelle fonctionnalité. Alors ça sera plus utile sur par exemple la création de vidéos. Donc on peut au niveau des outils créer un fichier vidéo. Et pour cette partie-là, on pourra utiliser une nouvelle fonction. Alors, je vais juste me mettre, hop, par exemple, sur un cas de charge poids propre. Hop, je vais mettre cet affichage-là. OK. Puis, on va lancer le calcul juste sur le poids propre. Alors, je ne crois pas qu'on l'ait calculé déjà. Je vais juste me mettre là pour voir. Alors non, on l'a pas calculé. Alors, je vais juste calculer le poids propre. OK. Donc là, j'ai la déformation de ma structure sous poids propre. Et là, par exemple, je peux utiliser une nouvelle fonction pour me déplacer au niveau du modèle pour créer une vidéo. Et par exemple, je peux utiliser la fonction en mode caméra mobile. Donc c'est comme si vous contrôliez un drone. Et donc là, on peut se déplacer au niveau de la structure, au niveau du modèle. On peut rentrer dans le modèle et puis visualiser directement avec la souris et les flèches du clavier pour se déplacer au niveau du modèle. Ce qui peut être intéressant si vous souhaitez illustrer via une vidéo un comportement d'une structure. OK. Là, ce qui va nous intéresser à présent, ça va être la documentation. Pour la documentation, je vais créer des vues qui vont m'être utiles pour la création d'images. Donc, je vais passer en mode filaire au niveau de l'affichage. Je vais masquer les résultats et je vais afficher directement les barres type poutre et treillis du modèle. Ici. OK. Et je vais directement afficher, isoler juste
le pignon, par exemple, comme ceci. Je vais demander à masquer les éléments qui sont masqués en arrière-plan. Hop. Je vais mettre dans la direction Y et je vais créer une vue ici pignon. Ok. J'annule le mode de visibilité et je vais créer une vue cette fois-ci sur hop, un portique. Alors, hop, je me suis trompé. Cliquez trop vite. Ici, je me remets en Y et je crée une nouvelle vue portique. Par exemple, portique 1. OK. Et ces vues-là vont pouvoir me servir après pour la création d'images, pour la documentation. OK. Je vais venir maintenant éditer le rapport d'impression. Donc au niveau du rapport, je vais pouvoir passer ici. Je vais pouvoir venir créer un nouveau rapport d'impression et venir donc renseigner, faire mes réglages. Donc ici vous avez la main, vous avez la possibilité de créer, de régler ce que vous souhaitez documenter, afficher dans la documentation. Sur la partie vérification acier, je vais par exemple pouvoir venir activer ou désactiver certaines rubriques. Alors là, je vais juste désactiver cette partie-là, juste activer les rapports de vérification des barres. Alors après, les fenêtres également, c'est nouveau dans RFM6. Vous pouvez également réajuster les fenêtres ou les positionner juste comme vous le souhaitez au niveau de l'écran. OK. Et ici, je vais demander à afficher juste les résultats déterminants. Et également, vous avez la possibilité de dupliquer des rubriques. Donc, par exemple, au niveau des barres, je peux créer deux tableaux de barres. Un premier tableau, par exemple ici, qui va regrouper les données des barres de mon pignon. Et puis, une deuxième série, un deuxième tableau qui va récupérer et lister les numéros des barres de mon portique. Donc après, vous avez la possibilité de faire ce que vous voulez à ce niveau-là. Je vais demander à éditer le rapport, à l'afficher. Également, une des nouveautés, c'est que dans RFM 6, vous pouvez travailler sur RFM et le rapport d'impression, ici, les notes de calcul sont générées dans une nouvelle interface qui peut être utilisée en parallèle avec RFM. Donc là, ici, je retrouve la présentation de mon rapport. On retrouve les détails avec les informations sur les sections, les types de sections, les types de barres. On trouve les informations aussi dans les tableaux avec les petites indications pour avoir les informations sur des réglages spécifiques qui ont été effectués. Et par exemple, sur la partie les tableaux que j'ai copiés, donc là j'ai le tableau 1.3 et 1.4 pour les barres. Alors si je souhaite, je peux après venir modifier pour les renommer. Là par exemple, le premier, ce sera les barres du pignon. Et le second, ce sera les barres du portique 1. Je peux enregistrer de nouveau afficher. Là, le rapport va se mettre à jour. Et du coup, je vais pouvoir maintenant identifier les barres du pignon, la liste des numéros de barres du pignon, la liste des barres du portique numéro 1. OK. Voilà ce niveau-là. Et si je descends, ou si j'utilise l'arborescence ici, je pourrais visualiser aussi la partie vérification acier avec les réglages effectués et les vérifications avec les résultats obtenus. Donc là, je récupère les vérifications avec les ratios obtenus pour les différentes vérifications. À chaque fois, comme aussi on l'a vu dans les détails de calcul, on retrouve la référence ici selon l'Eurocode 3 des chapitres ou des paragraphes vérifiés. OK, je viens fermer le rapport et maintenant je vais venir documenter ce rapport avec des images. Donc une première image peut être par exemple la création de cette vue-là. Donc je vais mettre comme ceci avec OK. Et je vais faire une vue du modèle 3D que je vais envoyer dans le rapport. Donc là, je vais avoir l'impression des graphiques dans le rapport d'impression. Là, je vais pouvoir venir sélectionner ici les réglages et je vais pouvoir préciser. Alors, hop, là ici, je vais prendre la vue actuelle. Je vais pouvoir venir préciser si je suis avec la vue en pleine page
ici. Là, dans notre cas, je vais la mettre effectivement, je vais la réajuster juste à 50% de la hauteur de la page. Et puis celle-ci, elle va m'intéresser pour une édition en PDF 3D. Donc là, je vais activer l'option 3D à ce niveau-là. Je peux faire valider et je vais continuer mes réglages. Je vais faire d'autres vues. Je vais faire une vue, par exemple, sur la partie vérification acier avec les résultats disponibles. Hop, les enveloppes. Ici, je peux afficher différents types d'affichage au niveau des résultats, soit avec les résultats comme ceci, soit les résultats avec des graphes colorés, soit directement les axes neutres des barres colorées. On va prendre par exemple celui-ci, cet affichage, et je vais le documenter également. Pour celui-ci, je vais faire une vue en pleine page et je vais tourner la vue à 270 degrés. Et ici, donc, on peut voir que l'échelle de couleur est mise à l'extérieur de l'image. On a la main maintenant directement et on a tout de suite le rendu visuel du réglage. Donc ça, on peut le mettre à l'intérieur de l'image. Là, on voit que ça mange un peu le modèle, le dessin. Donc là, je vais effectivement le mettre à l'extérieur. Et donc là, je pourrais avoir ça. Je vais juste désactiver la partie 3D, ça ne sera pas utile dans cette partie-là. Et je peux valider. OK. Et maintenant, on va faire des nouvelles vues. Cette fois-ci, des vues avec, on va documenter avec des images qui vont se baser sur les vues qu'on a créées. Et donc là, je vais créer des nouvelles images. Cette fois-ci, hop, on va passer avec, alors au niveau du réglage, on va passer avec des images qui seront avec une rotation de 0, qui seront à 50% de l'image, de la hauteur. Et ensuite, on va pouvoir venir régler la partie impression. Donc ici, on va faire une impression en série et on va préciser. Donc on a des nouveaux onglets qui sont activés pour les modèles, pour les imperfections, pour les charges. Donc ça permet de documenter plusieurs images directement en faisant nos choix de sélection à ce niveau-là. Donc pour documenter le modèle, les cas d'imperfection, les cas de charge. Nous, on va s'intéresser aux résultats sous les combinaisons ELU au niveau des efforts internes. Donc là, on va venir sélectionner les combinaisons qui nous intéressent. On va prendre par exemple nos 3 premières combinaisons à documenter pour l'ELU. On va venir documenter avec les efforts internes, les efforts normaux, et puis les moments fléchissants. Et puis on va documenter uniquement des images. Donc là, on voit le nombre d'images qui sera généré. Et on va venir juste documenter avec les images des vues qu'on a créées, pignon et portique 1. OK. Je désactive la vue actuelle, ça m'intéresse pas. Et là, je vais pouvoir revenir dans Général si je souhaite. Ça va me permettre de visualiser déjà, d'avoir un premier aperçu de ce qui va être généré dans mon rapport. On voit les images qui sont en train d'être calculées et générées ici. Ça me convient et je peux valider et envoyer ça dans le rapport. Donc là, maintenant, j'ai le rapport qui va se rouvrir et qui va se mettre à jour avec nos images. OK, il s'est ouvert. Et ici, donc, je vais pouvoir visualiser hop, mes images qui se sont rajoutées. Alors, on peut voir, on a par exemple ici la partie du modèle 3D, ici. J'ai également d'autres images, ici avec mes résultats qui sont créés. Puis j'ai la partie vérification acier qui est documentée à ce niveau-là. Donc vous avez la main, après vous pouvez déplacer les images là où vous le souhaitez. Également au niveau des rubriques qui sont référencées dans l'arborescence, vous pouvez créer des nouvelles rubriques. Vous pouvez également au niveau de la documentation du report venir la compléter en venant insérer par exemple du texte directement. Si vous avez déjà fait des fichiers texte
vous souhaitez insérer, vous pouvez les insérer. Vous pouvez insérer des formules ou également insérer des fichiers PDF et sélectionner les pages que vous souhaitez insérer au niveau de la documentation. Vous avez également la main pour pouvoir modifier la couverture, modifier également les en-têtes, le pied de page. Donc là-dessus, vous pouvez modifier. Donc là, par exemple, la page de couverture, renseigner les données que vous souhaitez, et puis également, vous retrouvez donc les différents réglages à ce niveau-là pour les en-têtes à ce niveau-là. OK. Juste pour vous montrer ce que l'on peut faire après à ce niveau-là, au niveau du rapport en PDF, le rendu, donc je vais vous montrer ça. Et hop, alors ici c'est mon écran. Et donc là, on peut retrouver au niveau du PDF directement l'arborescence. On peut se déplacer dessus. Au niveau des images 3D, donc on va aller se rendre à l'image 3D. On va voir comment ça se présente à ce niveau-là. Et donc ici, hop, je l'ai passé. Ici, on va pouvoir là ici directement manipuler notre modèle dans le PDF 3D. Et après, on retrouve évidemment les autres données, les autres images que nous avons créées qui sont listées directement dans le PDF. Donc soit on passe dans la liste déroulante. Alors après, il y a certaines rubriques qui ne sont pas forcément nécessaires, vous pourrez faire le tri. OK, par exemple là, j'ai mes... alors là, elles avaient été créées en 3D. Et puis après, je retrouve également la partie vérification acier à la fin, ici, avec notre vue. Donc voilà au niveau de la documentation, ce qu'on peut faire pour la documentation sur RFM6 et la création des notes de calcul. Donc, ce sera tout au niveau de ce webinaire sur RFM6 et la création des modèles de modèles structure métallique. Au niveau du site internet, vous pouvez retrouver différents services en ligne gratuits, notamment les outils GeoZone Tool, qui sont aussi les outils qui sont utilisés dans RFM6 pour la partie assistant de charge climatique. Vous avez accès à différentes normes et vous pouvez directement renseigner l'adresse de votre projet pour avoir les informations sur les charges et le zonage, neige, vent et zone de sismicité. Vous retrouverez également sur le site des informations avec les bibliothèques de sections, ce qui permet d'avoir rapidement les propriétés de sections si vous ne les avez pas sous la main. Vous avez également accès aux FAQ et à nos articles de base de connaissances, permettent de trouver des informations par rapport à des questions que vous pouvez vous poser, ou bien également avoir accès à des articles qui traitent de certains sujets techniques, ce qui peuvent vous aider. Vous retrouverez également une bibliothèque de modèles que vous pouvez télécharger, qui sont aussi liés à des articles techniques ou des modèles aussi créés. Et donc là-dessus, vous avez une bibliothèque assez fournie avec un large choix de types de modèles, que ce soit de la structure acier, béton, bois ou autre. Vous retrouverez les différents modèles sur le site. Ça vous permet de les télécharger, de visualiser ce qui a été fait et d'avoir des premiers modèles pour tester ou comparer, ou voir, vous inspirer pour voir un peu comment on crée des modèles sur RFM ou RSTAB. Vous avez également accès à nos chaînes YouTube. Vous retrouverez dessus ou sur notre site internet aussi toutes les vidéos de nos webinaires ou des vidéos de présentation des différents outils. Vous avez accès à notre boutique en ligne si vous avez besoin d'informations. Vous avez aussi la possibilité de passer sur le site pour retrouver les versions d'essai des logiciels de calcul de Delubal Software directement. Vous pouvez les télécharger si ce n'est pas déjà fait. Je vous invite également à vous inscrire à notre newsletter pour être tenu informé de nos prochains événements directement. Donc vous retrouvez le lien d'inscription pour la newsletter. Vous le retrouvez directement sur la page principale
ici pour pouvoir vous inscrire et être informé de nos prochains événements. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter soit par mail à info@delubal.fr ou directement à nous contacter par téléphone au numéro qui est indiqué ici. Vous contactez directement ici la filiale française, donc basée à Paris, de Delubal Software. Donc c'est tout de mon côté. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.